bonjour à tous. Donc, comme vous, probablement, j'endors des patients âgés, soit en urgence, soit en chirurgie programmée, et se pose bien sûr la question de la prévention de ces épisodes confusionnels périopératoires qui sont, bon, je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation en dehors de la pratique d'anesthésie loco-régionale, qui sont un problème d'actualité. Pour répondre à cette problématique, j'ai effectué une bibliographie étendue. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'articles ces 10 dernières années. Et j'ai également assisté à des consultations mémoire et de tests neuropsychologiques. C'est un problème de santé publique pour 3 raisons. Nos patients sont de plus en plus âgés, on les opère de plus en plus, et ils ont, ça c'est un fait important, ils ont des troubles cognitifs préopératoires qui sont méconnus. Lorsqu'on effectue des tests de façon systématique, eh bien, pour près de la moitié d'entre eux, eh bien, il existe des tests anormaux. Et ça va poser un problème parce que ce sont ces patients-là qui vont présenter un délirium post-opératoire. Le délirium, c'est une complication qui est fréquente. On dit qu'elle est plus fréquente que les complications cardiovasculaires. Elle survient en 30% en moyenne en post-opératoire. Elle dépend du type de chirurgie, plus important en fonction de si la chirurgie est majeure notamment, et s'il y a une hospitalisation en soins intensifs. Et lorsque la chirurgie est urgente, eh bien, cette fréquence est majorée également. Alors quels sont les enjeux de cette prévention? Il faut savoir que le délirium, c'est avant tout une expérience qui est délétère. Ça, c'est une donnée qui est récente, de s'intéresser au vécu du patient. C'est une expérience délétère pour le patient, la famille et le personnel soignant. C'est une expérience qui est stressante. Donc, il y a un risque de mémorisation pour le patient, dans plus de 35% des cas, quelle que soit la forme de délirium, avec un risque de syndrome post-traumatique. C'est stressant pour la famille qui ne comprend pas ce qui se passe, qui ne peut pas communiquer avec son proche et qui peut là aussi avoir un stress familial. Et c'est stressant également pour le personnel soignant. On l'a tous vécu, ces appels de l'infirmière qui demande une solution à régler en urgence. Voilà, donc vraiment une expérience délétère pour tous ces acteurs. Ensuite, et contrairement à ce qu'on pouvait penser, le délirium n'est pas quelque chose de bénin. Il est associé à de nombreuses complications, et une morbimortalité assez importante. Une mortalité augmentée à 1 mois, à 6 mois et à 1 an. Il y a une augmentation des admissions en réanimation, une durée de séjour prolongée depuis de 2 jours. Et c'est associé aussi à l'absence de retour à la maison, un surcoût financier et un déclin fonctionnel et cognitif. Et je voudrais insister là-dessus en vous présentant donc cette étude parue dans le New England Journal of Medicine en 2012 qui montre vraiment bien l'évolution de la trajectoire cognitive de nos patients après une chirurgie. Donc là, effectivement, c'est de la chirurgie cardiaque, mais ça a été démontré dans d'autres chirurgies et qui montre, lorsqu'on suit le score NMS en préopératoire et en post-opératoire, que ce score, eh bien, il s'infléchit de façon importante, déjà au 3e jour, et qu'ensuite, il met du temps à remonter. Donc en fait, on se rend compte là très bien que nos patients, eh bien, ils accusent le coup sur le plan cognitif et que ça prend du temps à récupérer. Ça prend du temps à récupérer. Courbe du haut, les patients qui n'ont pas fait de délirium, ils récupèrent plus vite, alors que ceux en bas qui ont présenté un délirium, eh bien, ils ont du mal à remonter la pente. Et ce qui montre bien, voilà, alors on s'était posé la question de savoir si le délirium en tant que tel était un facteur favorisant ce déclin cognitif dans la suite ou pas. Et en réalité, donc avant de parler de la diapositive suivante, je réponds à la question de tout à l'heure, quel est le pourcentage de patients qui présentent un déclin cognitif à distance. Moi, j'ai trouvé un article dans la littérature qui montre qu'il y a 25% des patients à 1 semaine qui n'ont pas retrouvé leur niveau cognitif de base et 10% à 3 mois. Donc, vous voyez l'impact de l'anesthésie et de la chirurgie sur les fonctions cognitives. Donc voilà, est-ce qu'il y a une causalité, je disais tout à l'heure, entre le délirium et ce déclin cognitif? En réalité, la question elle est un petit peu plus complexe. Ce travail, enfin, c'est un avis d'expert qui montre qu'en fait, la situation elle est plus complexe. On a des patients en préopératoire qui ont un niveau cognitif qu'on n'évalue pas en pratique et différent, qui vont avoir donc une chirurgie. Pour certains d'entre eux, ils vont présenter un délirium.
Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a des patients qui vont suivre leur trajectoire prédite, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas subir l'action de la chirurgie. Et il y a des patients qui vont franchement se dégrader. C'est les patients qui ont les deux courbes, là, les deux courbes du bas. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que est représenté ici le seuil d'indépendance. Donc, c'est des patients qui étaient autonomes en préopératoire et qui vont se retrouver sous ce seuil et qui vont nécessiter une aide à la toilette, une aide pour manger, clairement une perte d'autonomie. Et donc ça, c'est quelque chose de majeur en termes d'enjeu dans la prévention de ce délirium. Le délirium, c'est, voilà, je vous ai présenté sur le plan clinique une échelle qui permet de faire le diagnostic. C'est avant tout un déficit attentionnel aigu, hein, c'est avant tout un problème d'attention, avec un patient qui a du mal à se focaliser, qui perd le fil du discours, qui est distrait, et auquel va se rajouter donc, des troubles cognitifs avec une désorganisation de la pensée. Tout ça paraît finalement assez simple, mais le diagnostic est difficile. Pourquoi? Pour trois raisons. C'est qu'il y a une fluctuation dans la journée de cet état, donc les études qui vraiment cherchent à évaluer l'incidence du délirium, eh bien, font une recherche 2 fois par jour. Ensuite, il y a des formes cliniques qui sont assez variées. Contrairement à ce qu'on pouvait penser, la forme hyperactive, ce n'est pas la forme la plus courante, là c'est la forme hypoactive, et elle peut éventuellement laisser penser à un syndrome dépressif. Et lorsqu'on a une démence associée, les troubles cognitifs sont également difficiles difficile de faire la part des choses entre la démence et le délirium. Et enfin, c'est quelque chose qui est probablement méconnu de nos spécialités. Pourquoi? Parce que ça survient entre J2 et J4 post-opératoire, c'est-à-dire au-delà de la durée habituelle de notre implication dans les étages. Donc voilà, quelque chose sur le plan clinique. Sur le plan fonctionnel, c'est ça qui est assez important, parce que si on veut faire de la prévention, il faut essayer de comprendre comment ça fonctionne. Là, la physiopathie est extrêmement complexe, je ne vais pas faire de physiopathologie. C'est une dysfonction d'organes, au même titre qu'on a une dysfonction cardiaque, un œdème du poumon, ben là, c'est le cerveau, c'est une dysfonction aiguë d'organes, ce que les anglo-saxons appellent l'acute brain failure. Et ça survient dans quel contexte? Et là, j'ai retrouvé ce petit diagramme qui a été effectué, qui est dans un article publié par un médecin gériatre, et qui montre qu'il y a effectivement une interrelation entre des facteurs de vulnérabilité et des facteurs précipitants. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été décrit en dehors du contexte opératoire, mais qui s'adapte très bien au contexte opératoire. Et on a effectivement donc, des patients qui sont très vulnérables, typiquement c'est les patients qu'on va opérer de la fracture du col. Et donc un petit facteur précipitant mineur va entraîner un risque de délirium extrêmement important. Et d'un autre côté, le patient qui est peu vulnérable, qu'on va proposer à une chirurgie majeure, eh bien lui, il a aussi un risque important, mais parce que l'importance, le facteur stress chirurgical est majeur. Donc voilà, c'est vraiment des choses, un diagramme qui est extrêmement important, qui va être le fil conducteur de ma présentation. Et des éléments mineurs deviennent majeurs quand on est vulnérable. Les enjeux de la prévention du délirium, c'est la baisse. Est-ce qu'il est possible de baisser cette vulnérabilité, premièrement, et le deuxième accès, la deuxième partie importante, c'est de réduire les facteurs précipitants si on peut. Alors, on va revenir à cette histoire de fragilité. Quels sont les patients à risque? Ce sont les patients fragiles, on en a parlé beaucoup, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est globalement le patient qu'on voit arriver en consultation, accompagné, qui se déplace peu, avec une vitesse de déplacement lente, qui est probablement dénutri, qui a une faiblesse, une force musculaire qui est diminuée, qui a probablement aussi des comorbidités. Il a fait un AVC, il est diabétique. Voilà. C'est typiquement ce patient-là qui a un risque de délirium post-opératoire majoré au minimum x3 par rapport au patient qui va être robuste. Alors, est-ce qu'il y a d'autres moyens de dépister la fragilité? Puisqu'on s'intéresse à la partie cognitive, eh bien, effectivement, est-ce qu'il y a des tests qu'on pourrait réaliser, nous, en anesthésie? Déjà, premier point, premier constat, c'est que nous évaluons en situation d'anesthésie un certain nombre d'organes, le cœur, le poumon, etc., mais pas le cerveau, alors que c'est
paradoxal, mais c'est la cible privilégiée voilà, de nos médicaments de l'anesthésie. Donc ce test mini-coq dont on a parlé tout à l'heure, hein, qui associe 3 périodes, une partie de mémorisation de 3 mots, une tâche intercurrente avec la réalisation du test de l'horloge et une partie de rappel, a permis de montrer, lorsqu'on le réalise, donc c'est une étude d'anesthésie, hein, donc c'est vraiment réalisé par les anesthésistes, que lorsqu'il est inférieur à 2, il y a deux éléments importants, c'est que le risque de délirium est augmenté, hein, multiplié par 3, et enfin, par contre, un pronostic fonctionnel qui est délétère, parce que dans 2 tiers des patients ne pouvaient pas retourner à la maison, ils étaient institutionnalisés. Alors on dit que c'est un test qui est facile à réaliser, 3 à 5 minutes, qui peut être fait par quelqu'un qui n'est pas médecin, mais en pratique, il y a un certain nombre de critères quand même à mettre en place, notamment les conditions de sa réalisation. On sait qu'en période d'anxiété préopératoire, ça peut avoir une influence. On sait que la personne doit être au calme. Donc 3 à 5 minutes, oui, mais peut-être en condition déjà lorsque le patient est installé. Donc voilà, le bémol pour nous, toujours pareil, on est toujours pressé du temps et on n'a pas tout notre temps en consultation d'anesthésie. Ce serait ça. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on fait si le test est anormal? Qu'est-ce qu'on va dire au patient? C'est peut-être un facteur d'anxiété aussi, parce qu'on va se retrouver avec un test anormal. Le patient n'est pas forcément pour ça. Et puis, on n'est pas là non plus pour faire diagnostic de démence. Hein, donc, il va falloir moduler un petit peu peut-être ce qu'on va pouvoir dire et en tirer de ce test. Autre chose qui paraît assez simple à réaliser, c'est tout simplement d'évaluer la réserve cognitive. Vous avez un patient devant vous qui dit qu'il a une activité, une pratique de loisir avancée avec des mots croisés, la lecture, du tricot, du chant ou l'envoi de mails. Ça a été montré que cette réserve cognitive était un facteur protecteur important contre le délirium. C'est tout simple. Voilà, vous dites au patient, vous demandez au patient ce qu'il fait, et puis là ici, voilà, c'est dans cette étude, l'incidence du délirium était réduite de façon proportionnelle au nombre d'activités. Quelque chose de très simple aussi, c'est d'examiner, de poser la question du sommeil. Lorsque le sommeil est anormal, eh bien, on a un risque de délirium qui est multiplié par 5. Alors bien sûr, c'est possiblement le témoin de la vulnérabilité, mais c'est peut-être quelque chose on peut donner des conseils en préopératoire, d'essayer de bien dormir. Ça fait peut-être partie des choses du bon sens, mais ça peut peut-être aider. Et ça, je voulais juste aborder cet aspect-là qui m'a paru important. On n'est plus en consultation, là j'ai fait un petit zoom là, sur la salle de réveil. Nous, on est habitué à tout ce qui est évaluation de la conscience. En gros, c'est est-ce que le patient il respire pas, la tension, si elle est bonne, etc. Mais là, ce qui est important de voir dans cette étude, c'est que si on s'intéresse à rechercher le délirium, on va trouver du délirium chez nos patients en salle de réveil, alors qu'ils ont des critères de sortie valides. Donc c'est ça qui est assez intéressant. On n'est pas habitué à cette histoire de cognition, et si on la cherche, à titre personnel, j'ai déjà essayé de regarder un petit peu, on peut trouver des patients effectivement qui sont confus, et voilà, donc voilà, c'est une matière à réflexion, parce qu'on n'est pas habitué à ça, et on est habitué à nos critères de sécurité, et donc voilà, ça mérite réflexion. Donc je voulais aborder la partie prévention. Donc est-ce qu'il est possible de réduire la vulnérabilité de nos patients? Oui, ça a été dit tout à l'heure. Donc ce travail de 2015 là, qui montre que donc ça prend du temps déjà, donc ce travail-là ça prend du temps. Lorsqu'on associe la nutrition, des exercices physiques et une stimulation cognitive, eh bien on réduit la fragilité. La fragilité a été testée évaluée avec des tests objectifs. Elle diminue à 3 mois et elle reste valable jusqu'à 1 an dans ce travail. Et lorsqu'on associe les 3 paramètres, eh bien, on est plus efficace que lorsqu'on a un paramètre nutrition, cognition ou physique isolé. Pourquoi c'est important? Ça, c'est important, moi, à mon avis, parce qu'il y a un certain nombre de patients qui rencontrent leur chirurgien et puis finalement qui ne se font pas opérer. Parce que par exemple, prothèse de hanche, la dame réfléchit. Est-ce qu'il n'est pas possible d'envoyer à ce moment-là le patient vers le gériatre, pourquoi pas, pour optimiser et chercher s'il y a une fragilité, en tout cas l'optimiser, plutôt que d'avoir le patient 1 mois avant et puis finalement de ne pas forcément pouvoir faire grand-chose.
Ceci dit, on peut faire quand même des choses, nous-mêmes un mois avant, puisque dans cette étude, donc ce n'est pas une grande étude d'un point de vue statistique, dans ce travail, voilà, c'est de la préhabilitation, ce qu'on a dit tout à l'heure, eh bien, en faisant de la nutrition, l'exercice, un peu le même programme que ce qu'on vient de voir, eh bien, on pouvait, avec le sevrage du tabac, on réduisait l'incidence du délirium dans 30%. Donc, on peut faire des choses, mais encore une fois, il faut pouvoir les organiser. Est-ce qu'il est possible d'améliorer la réserve cognitive? Ça, c'est un travail, ça, c'est une question de gériatrie. En dehors du contexte opératoire, il y a beaucoup de choses qui sont écrites là-dessus. On s'est approprié cette approche d'un point de vue périopératoire. Et là, dans ce travail, donc c'était de la chirurgie non cardiaque, bah, il a été montré que, alors là, voilà, il y a quand même quelques limites à ce travail. C'est que, donc, premièrement, il fallait des exercices cérébraux d'une durée assez importante, 10 heures, et que voilà, les patients ont du mal quand même à adhérer au programme. Mais néanmoins, quand ça fonctionne, bah, ça permet de diminuer par 2 globalement l'incidence du délirium. Les patients n'avaient pas de troubles cognitifs, et effectivement, on pourrait se poser la question aussi peut-être d'un bénéfice majoré, ou pas, j'en sais rien, si ces patients avaient des troubles cognitifs, point d'interrogation. Deuxième partie de la prévention, c'est la possibilité de réduire ces facteurs précipitants. Et limiter les agressions, en fait, tout simplement. Et là, ça va se compliquer un petit peu. Pourquoi? Parce que, voilà, ils sont là. Il y a plus de 100 qui ont été individualisés, et ils interviennent à tous les moments de notre période périopératoire. La douleur en préopératoire, la polymédication, voilà, vous lisez comme moi, hein, tout ce qui fait notre pratique peut intervenir sur les fonctions cognitives à un moment donné dans la prise en charge du patient. Le préopératoire avec la douleur, on a des patients qui sont confus avant d'arriver au bloc. Hein, études de gériatrie, d'orthogériatrie, des fractures du col, plus de 12% de patients qui arrivent au bloc opératoire déjà confus. Ils ont passé 2 jours à l'étage, ils n'ont pas eu de bloc fémoral, alors je m'excuse pour les non-leucorégionalistes, ils n'ont pas eu de prise en charge peut-être optimale de la douleur, ils ont peut-être un globe déjà, urinaire, voilà, ils arrivent, ils sont confus, c'est le patient le plus fragile avec, on a dit tout à l'heure, un élément mineur qui va tout de suite favoriser donc, cette confusion. Alors, sur le plan des recommandations, c'est un petit peu compliqué parce que à chaque fois qu'on a une approche mono-interventionnelle, on n'arrive pas à montrer le bénéfice parce qu'il y a tous les autres éléments qui interviennent. Et ça dessert un petit peu, on va aller voir les études, ça dessert un petit peu l'action qui a été menée parce qu'on a l'impression qu'elle ne sert à rien et on va lire à l'intérieur des articles pour comprendre qu'en réalité, on peut proposer des stratégies. Voilà, c'est ce que je dis là maintenant. Quelque chose de simple, regardez, une très belle étude. C'était quoi? C'était 2024, j'ai oublié de marquer la date. On veut optimiser la perfusion cérébrale, parce qu'on se dit que ça contribue aux dysfonctions. Donc, 2 groupes de patients. Donc, c'était des patients, il y a 300 patients qui n'avaient pas de problème de démence préopératoire. Ils avaient tous un holter pour connaître leur niveau de tension artérielle. Et ensuite, on faisait 2 groupes. Soit une tension artérielle ciblée, en bas à gauche, plus ou moins 10%, soit on faisait PAM supérieur à 65. Bon, bah, malheureusement, le délirium, il est pareil dans les 2 cas. Bon. Mais par contre, ce qu'il faut noter, et ce qui me paraît important, c'est que les objectifs de pression artérielle dans le groupe ciblé étaient atteints de façon bien plus importante que dans le groupe routine. Et il y a beaucoup moins d'hypotension dans le groupe ciblé. Ça veut dire qu'on a quand même un objectif et comment dire, en termes de retentissement cérébral qui paraît bien mieux, plus important dans le groupe qui incite à faire une tension artérielle ciblée. Pareil, 2 études qui auraient pu être négatives toutes les 2, il y en a une qui est positive, l'autre qui est négative. C'est la même formule, hein, c'est chirurgie majeure, dont la chirurgie cardiaque. Dans un groupe
bis ou pas de bis, ou dans un groupe bis profond, donc anesthésie profonde, ou bis 50 un petit peu moins profond, eh bien vous avez d'un côté c'est positif, d'un côté c'est négatif. Qu'est-ce qu'on fait de cette étude? Alors, on est un peu perdu, mais en fait, en réalité, si on regarde ce qui se passe, il faut faire du bis, il faut mettre en place l'index bispectral parce que vous avez une durée des beurres suppression qui est divisée par 2 et vous avez moins d'exposition aux agents halogénés et vous avez surtout un meilleur contrôle tensionnel parce que vous n'avez pas besoin de vase, enfin, avec moins un recours au vasopresseur qui est moindre. Donc, pour interpréter ces études, il faut rentrer, il faut lire, il faut comprendre ce qui se passe et pas dire bon, bah, je ne mets pas de bis, ça ne sert à rien. La tension artérielle, bon, ben, je m'en fiche. Mais en fait, il faut comprendre que c'est tellement multifactoriel qu'on n'arrive pas avec un seul élément à montrer le bénéfice sur le délirium. Pareil, l'hypoxémie, l'hypocapnie, ça c'est une étude 2023 qui montre que probablement la façon dont on ventile nos patients va pouvoir agir puisque lorsqu'on a des épisodes importants d'hypoxémie et d'hypocapnie, alors, hypoxémie, ben, on comprend, hein, c'est l'hypoxie cérébrale. L'hypocapnie, c'est probablement aussi qu'on dérégule le débit sanguin cérébral. Eh bien, on a une incidence du délirium qui était proportionnellement durée dépendante de ces deux paramètres. Et lorsqu'on fait bien, c'est-à-dire qu'on fait une anesthésie ciblée avec... sur le plan tensionnel, lorsqu'on respecte un CO2 entre 35 et 45, qu'on a une anesthésie pas trop profonde, et bien malgré tout, quoi qu'on fasse, que ce soit de l'anesthésie intraveineuse ou de l'anesthésie inhalée, eh bien on se retrouve quand même avec des troubles cognitifs post-opératoires avec 20%. Ce qui montre là encore une fois que l'anesthésie peut probablement aggraver les choses, mais si on fait bien, ben, ça ne fait pas tout. Alors voilà, là, pareil, hein, je vais faire une rachianesthésie, comme ça je ne ferai pas d'anesthésie générale. Bah, pareil, là, voilà. Ça change pas tout. Mais si on lit encore les études, encore un petit peu plus loin, pareil, là, voilà, méta-analyse, quand on fait une anesthésie loco-régionale, tout seul, bah, ça ne fonctionne pas. Mais pourtant, si on parle d'une péridurale, ça diminue l'exposition à l'anesthésie générale, ça a été montré, hein, il y a besoin de moins d'anesthésie générale. Bien sûr, ça contrôle la douleur, au repos et la mobilisation. Peut-être que ça peut améliorer le sommeil, je n'ai pas vu d'études là-dessus, mais le sommeil, lorsqu'il est dérégulé, c'est un très important facteur de confusion post-opératoire. On a l'épargne morphinique, on diminue le stress chirurgical, c'était démontré aussi hein, depuis longtemps que l'interleukine 6 était moins nombreux, enfin, bref, diminué. Mais par contre, effectivement, l'autre volet, c'est diminution de le risque d'hypotension artérielle, donc d'hypoperfusion cérébrale, et puis les obstacles à la mobilisation et à la tension d'urine. Donc vraiment mettre les choses en balance et pas avoir une réflexion sur un seul élément. Et là, ce que je disais tout à l'heure, donc là, ça ne fonctionne pas, hein, la péridurale, mais par contre, quand on met la péridurale dans une approche multimodale, tiens, curieusement, ça fonctionne. Voilà, donc lorsque vous avez... voilà, c'est ça, c'est une approche multimodale qui va fonctionner. À gauche, vous avez l'approche traditionnelle, et à droite, fast track, c'est-à-dire fast track, pas de jeûne prolongé, une reprise de l'alimentation très rapide, on évite les sondages urinaires, gastriques, etc. On évite les morphiniques, et on fait cette fameuse péridurale. Et ben, dans ce contexte-là multimodal, on diminue fortement l'incidence du délirium. C'est ça qui est important, à mon sens. Et puis, bien sûr, toujours et encore, le parcours de soins. Facile de dire, peut-être pas facile à mettre en place. Hein. On sait que, voilà, quand on fait des parcours optimisés avec plusieurs praticiens d'origines différentes, eh bien, on améliore aussi les choses. Là, je voudrais aborder un autre aspect qui ne relève pas de l'anesthésie en tant que telle, mais qui est extrêmement efficace, c'est l'aspect non pharmacologique de la prévention du délirium. C'est ça, c'est le patient à qui on a fait une optimisation sensorielle avec les prothèses visuelles, auditives, peut-être la musique pour se relaxer, les prothèses dentaires pour bien manger et puis pour communiquer. C'est une optimisation cognitive aussi, avec, voilà, là on prend l'exemple du jeu, cognitif personnalisé parce qu'il y a la présence de la famille, et puis c'est l'optimisation du sommeil,
un sommeil non médicamenteux avec un lait chaud le soir, un massage du dos, ça a été montré, là j'ai regardé une étude, massage du dos, est-ce que ça prévient le délirium? Non, ça ne prévient pas tout seul le délirium, comme les autres éléments ne le font pas, mais ça améliore la qualité du sommeil, et puis ça diminue l'anxiété. Un hôpital qui est silencieux, friendly, comme on dit, qui est silencieux, sans bip, pas de réveil nocturne s'il n'y en a pas besoin, et bien tout ça, ça a permis de diminuer l'incidence du délirium de 40%. Et en fait, j'aurais peut-être pu commencer par ça, mais ça c'est la chose la plus efficace que tout ce dont on vient de voir. Une partie aussi importante qui pourrait nous faire réfléchir sur le rôle des familles dans les services. Lorsqu'on fait une approche, ça a été montré qu'il y avait une approche personnalisée, quelque chose voilà, qui rassurait davantage, les patients. Et voilà, donc ça change des interdictions auxquelles on est habitué. Ça, c'est quelque chose toujours dans le sens de l'aspect non pharmacologique. C'est des petits guides qui paraissent maintenant dans nos sociétés d'anesthésie, qu'on pourrait remettre en consultation, qui sont des conseils. Voilà, vous allez être opéré, il faut prendre soin de votre cerveau. C'est important, le cerveau, pour bien guérir. C'est important, voilà. Informer les gens aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on informe les gens de l'infarctus, on informe les gens de différentes complications, mais on n'informe pas les gens des troubles cognitifs, alors qu'ils sont... alors c'est quelque chose d'important. Ça permet de mieux réfléchir peut-être au parcours, ça permet aux patients de choisir ce qu'il veut pour sa chirurgie, et ça c'est important. Voilà. Peut-être que le biais du patient tout à l'heure, là, c'est peut-être qu'on lui a peut-être parlé aussi, pourquoi 40%, alors que c'est quelque chose, c'est peut-être voilà, c'est peut-être quelque chose qui a été adapté, que la chirurgie n'a pas été trop lourde pour lui. Donc en conclusion, avant la conclusion définitive, c'est est-ce que l'anesthésie générale dégrade les fonctions cognitives? Dernière étude, je vous le montre très vite. Donc ça c'est des volontaires sains, entre 40 et 80 ans, non morbides, pas malades, 2 heures de chirurgie avec un BIS, une pression artérielle contrôlée, eh bien ils récupèrent tous à 1 heure. C'est pas du tout la courbe de tout à l'heure, hein, comme on a vu. Donc ce qui montre l'impact, ça n'existe pas, ça nous la vie de tous les jours. Hein, c'est général sur rien, ça n'existe pas. Mais bon, ça c'est une étude pour isoler la partie anesthésique de la partie chirurgicale. Voilà, ce qui montre qu'il y a un rôle probablement important de l'impact de la chirurgie et de l'inflammation. Et c'était des tests neuropsychologiques très avancés, très poussés, répétés pendant une journée et jusqu'à un mois. Donc, conclusion, les conséquences, elles existent, il faut le savoir, et qu'il faut avoir une approche multimodale. Et c'est avant tout une démarche de santé publique. Je vous remercie.